comment on exploite les CVE, vous savez que il faut comprendre derrière aussi la technique, hein. C'est bien de pouvoir aller dans une base de données, savoir un très haut niveau d'abstraction, en quoi consiste la faille, mais après vous devez acquérir la technique, d'accord? Ce but de ces vidéos, c'est pour ça que je vous ai fait des vidéos sur Spring Break, sur WannaCry. On a encore plein de failles à étudier, hein, Dirtico, Polkit, hein, j'essaie tout le temps de vous expliquer, parce qu'il y a peu de youtubeurs qui rentrent dans les détails, OK? Et puis, bah, nous, si on travaille en cybersec ou ailleurs, on a besoin de connaître, hein, aussi l'envers du décor, c'est-à-dire la pure technique. Alors, on va je vais essayer de développer, hein. Donc on a cette faille, c'est une escalade de privilèges Apache Coach DB, c'est la CVE 2022-24-706. Alors, en 2022, on a une vulnérabilité critique qui a été découverte sur Apache CouchDB, donc DB comme database. Grosso modo, on peut effectuer une escalade de privilèges dans Apache CouchDB sur la version 3.2.1 et inférieure naturellement. La complexité de l'exploitation est faible. Par conséquent, il est vraiment simple de déclencher la vulnérabilité et de prendre le contrôle du serveur. Et c'est là que ça devient assez critique, puisque le score de base de la CVE est de 9,8, ce qui veut dire extrêmement critique, comme vous en doutez. Alors un attaquant va accéder à une installation par défaut, mal sécurisée, sans s'authentifier, obtenir des privilèges admin, hein, le pire des trucs qu'on veut avoir sur son infra. On a la documentation. J'arrive pas à le dire, CouchDB a toujours fait des recommandations pour sécuriser correctement une installation, y compris recommander l'utilisation d'un pare-feu, hein, devant toutes les installations CouchDB, hein, si ça fait du front-end. Donc, on a l'article du NIST, hein, et du NVD. Vous savez, donc c'est ce qui permet pour les agences américaines fédérales, bah, d'auditer, hein, c'est l'équivalent de notre ANSSI, et ils ont, comment dire, ce principe de classification des CVE si vous débutez en cybersécurité. Ensuite, vulnérabilité trouvée par un chercheur, Alex Von Diver, et nous, on va voir en détail un peu comment on peut pousser cette attaque. Alors, on va parler un peu de ce qu'il faut se dire, c'est qu'un attaquant peut accéder à une installation par défaut mal sécurisée, hein, sans s'authentifier et obtenir des privilèges d'administrateur, hein, ça, c'est ce que je viens de te dire. Grosso modo, on a la base de données qui ouvre un port réseau aléatoire, qui est lié à toutes les interfaces disponibles en prévision, naturellement, d'un fonctionnement en cluster ou d'une introspection d'exécution, hein. On a un processus utilitaire qui est appelé IPMD, qui annonce ce port aléatoire sur le réseau. L'IPMD lui-même, il écoute sur un port fixe. D'accord. Ensuite, on a le principe d'empaquetage. CouchDB, euh, précédemment choisi, hein, avec une valeur de cookie par défaut pour les installations. D'accord. Soit à nœud unique, ainsi que pour les installations en cluster, hein. Dès qu'on parle de plusieurs nœuds, on parle de cluster. Vous connaissez le cluster informatique, vous connaissez les clusters réseau. Donc ce cookie s'authentifie. Donc ce cookie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il authentifie toutes les communications entre les nœuds Erlang. D'accord. Alors, la documentation, je vous la mettrai aussi. Allez voir, hein, c'est toujours bon de connaître. Et naturellement, il y a toujours ce qu'on appelle des baselines, hein, des guidelines pour avoir ces recommandations pour sécuriser correctement une installation, un système d'exploitation, une application, ce que vous voulez. D'accord. Donc les utilisateurs, généralement, bah, n'écoutent pas ces conseils ou sont néophytes et ne font pas le nécessaire. Donc, si jamais, vous l'avez compris, il y a un pare-feu qui est mal configuré ou qui est totalement inexistant, eh ben, il est possible d'attaquer l'infra. D'accord. Donc, généralement, on préconise un pare-feu devant toutes les installations, hein, et ensuite, l'API CouchDB, elle est disponible généralement sur un port enregistré, c'est le 5984, et c'est le seul port qui doit être exposé pour une installation à nœud unique, hein. Donc là, on ne parle pas des clusters. Le port de distribution distinct à un accès externe ne sont pas vulnérables. Donc on voit déjà notre porte d'entrée. D'accord. Donc nous, dans le but, hein, toujours pareil, j'ai quoi? J'ai Toto le hacker de l'extérieur, hein, qui va aller taper. Il a son routeur, sa gateway, et il va essayer de taper la machine sur un réseau local. Quoi, cette base de données CouchDB? Grosso modo,
ça embrasse complètement le web, hein. Vous la retrouvez quasiment partout. Ça permet de stocker des données avec des documents en JSON, hein. Le JSON, c'est le petit frère du XML pour information. Beaucoup plus utilisé aujourd'hui, hein. On est en train de délaisser le XML au profit du JSON, hein. Le JSON, comme le XML d'ailleurs, est utilisé partout, 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 hein. Vous avez dû sûrement croiser des fichiers XML, ne serait-ce que des fichiers de conf, d'accord? Alors, accéder à vos documents avec votre navigateur web via HTTP, d'accord? Ça, vous le faites tous les jours. Typiquement, vous avez un service de cloud, vous pouvez accéder à vos documents dans un navigateur via le protocole HTTP. C'est on ne peut plus simple, hein. Là, on va pouvoir interroger, combiner, transformer nos documents avec également une couche JavaScript, d'accord? Donc ça fonctionne bien avec les applications web et également mobiles modernes. En fait, tous les besoins impérieux euh, du bon fonctionnement de la société aujourd'hui, hein, puisque vous ne pouvez plus vous en passer, hein. C'est ce qui permet d'avoir cette société toute connectée, toute digitalisée. Donc on peut distribuer des données efficacement en utilisant la réplication incrémentielle de CouchDB, hein. CouchDB prend en charge les configurations maître-maître avec une détection automatique des conflits. D'accord? Donc ça, c'est un principe de configuration en base de données. Encore une fois, si j'étais expert en base de données, je vous expliquerai. Alors, je vais faire que survoler, comme d'habitude. Je vous laisserai creuser. Mais voilà, on a ce principe de réplication, soit du full, soit de l'incrémentiel, hein. Un peu comme à l'image des sauvegardes, on peut faire des sauvegardes incrémentales, incrémentielles, c'est-à-dire que je vais demander toutes les 2 heures, tous les jours, de faire une sauvegarde de toutes les données qui ont été modifiées ou qui ont été créées, et je vais faire également, généralement le week-end, parce que ça demande beaucoup plus de ressources, je vais faire des full backups, hein. Je vais sauvegarder l'ensemble des données, même celles qui n'ont pas été modifiées. D'accord? Donc, ce principe, hein, maître-esclave, encore une fois, c'est un type de configuration que vous retrouverez en informatique. Et cette base de données, en fait, elle est livrée avec une suite de fonctionnalités, hein. Ça permet la transformation de documents à la volée et également des notifications de changement en temps réel. Ça va faciliter, vous l'avez compris, tout simplement, le développement web. Alors, cette solution, elle est même livrée avec une console d'administration web facile à utiliser qui est servie directement à partir de CouchDB. Ça, c'est plutôt pas mal. Et nous nous soucions beaucoup de la mise à l'échelle distribuée, hein. C'est-à-dire que CouchDB, de par sa nature, est hautement disponible et tolérante aux fautes, hein, aux problèmes de partition et du problème de cohérence, hein. Je vous redirige au processus acide, ACID. Acide, rien à voir avec l'acide, ni avec les autres acides que vous prenez en soirée. Plus sérieusement, acide en computer science, comme disent les Anglais, hein, en sciences informatiques. Acide, atomicité, hein, atomicity, consistency, isolation, durability. Ok, donc c'est vraiment les propriétés intrinsèques des bases de données transactionnelles, hein. Je vous disais, quand vous serez DBA, ouais, je pense qu'on va vous apprendre ça. Moi, je le suis pas, mais je le sais parce que je lis beaucoup, vous le savez. D'accord? Donc c'est ce principe, hein, le principe d'atomicité, de consistance, d'isolation et de durabilité. D'accord? Je vous mettrai l'article. Donc ça a été défini, l'acronyme par, Andreas Reuter et Theo Harder et Jim Gray, 1983, et c'est cette logique, hein, qui a été ensuite intégrée, depuis même la fin, au début des années 73, pardon. Il y avait cette logique au niveau de l'IBM Information Management System, hein, qu'on appelle DMS, d'accord? Et on retrouve ces caractéristiques, hein, qu'il faut bien comprendre. L'atomicité, on peut dire que c'est la garantie qu'une série d'opérations de la base de données dans une transaction atomique se produiront toutes, hein, c'est-à-dire opération réussie ou qu'aucune ne se produira. Opération infructueuse. D'accord? Quand on parle d'atomicité, on parle également à l'échelle atomique. D'accord? C'est-à-dire le plus petit niveau et en termes individuels. D'accord? Donc, si mon atome, ça regroupe les opérations de base de données sur les transactions,
base de données transactionnelle, c'est simple. Cet atome, il peut être à 2 états, hein. Il y a pas de matière quantique, il y a pas d'état de superposition, il y a pas de spin, d'accord? 2 états, un booléen, d'accord? Soit c'est vrai et dans ce cas-là, l'opération est réussie, soit c'est faux. L'opération est infructueuse. Donc la série d'opérations ne peut être séparée avec seulement certains d'entre elles qui sont exécutées, sinon ça rend la série d'opérations indivisible. C'est ça, fondamentalement, la série d'opérations ne peut pas être séparée avec seulement certains d'entre elles, d'accord? Qui seraient exécutées et d'autres pas, d'accord? C'est ce qui rend cette atomicité. Ça rend la série d'opérations indivisible. Une garantie d'atomicité empêche les mises à jour de la base de données de se produire que partiellement. En effet, quand vous rappelez-vous aussi le principe CIA, hein, d'accord? Dans le principe CIA, il y a aussi l'intégrité. L'intégrité passe par ça, d'accord? Par des mécanismes de protection qui empêchent la corruption des données, d'accord? Et quand on fait une sauvegarde, bah, c'est le dernier truc qu'on a envie, d'accord? C'est-à-dire que ça peut causer des problèmes qui sont plus importants, mais ça va pas entraîner un crash du système. Il va y avoir juste un rejet pur et simple de la série entière. D'accord? C'est pour ça que quand vous surveillez, si vous avez fait peut-être un peu d'exploitation, de supervision en informatique, il n'y a pas de sauvegarde qui se termine à 52%. D'accord? Soit la sauvegarde elle est bonne, soit elle est mauvaise. D'accord? Soit le jeu est bon, on le garde, d'accord? Soit le jeu est mauvais. Dans ce cas-là, on rejoue nos plans de sauvegarde. D'accord? Donc, l'atomicité, ça signifie l'indivisibilité et l'irréductibilité. C'est pour ça qu'on parle d'atomicité, hein. Alternativement, on peut dire qu'une transaction logique peut être composée de plusieurs transactions physiques. À moins que, et jusqu'à que toutes les transactions physiques des composants soient exécutées, qu'est-ce qui va se passer? La transaction logique n'aura pas lieu. D'accord? Donc, concomitance de transactions physiques, une fois terminée, transaction logique s'opère. Imaginons que la transaction logique consiste à transférer des fonds, hein, du compte bancaire A vers un compte bancaire B. Cela peut être composé de d'abord retirer le montant du compte A, puis de déposer le même montant sur le compte B. Jusque-là, je pense que vous suivez. Qu'est-ce qu'on voudrait pas? On voudrait pas voir le montant retiré du compte A avant d'être sûr qu'il a également été transféré sur le compte B. D'accord? Encore une fois, c'est en termes comptables. D'accord? Dans les banques, si vous avez travaillé un peu dans les banques, hein, on a des livres comptables. D'accord? Donc on a ces sortes de registres qui vont s'assurer que les transactions sont bien effectuées. Et c'est important. D'accord? Sinon, bah moi je vais appeler ma banque et je suis monsieur A, hein, Achille, et je vais dire ouais, ouais, il y a monsieur B, Bob, qui me dit qu'il a pas reçu son argent, hein. Monsieur Bob, il va dire, il va appeler la banque, il va dire: «Ah, monsieur Achille, ah, il a pas fait le boulot, d'accord? Il m'a pas viré l'argent», d'accord? Donc pour que la banque ne se prenne pas la tête avec monsieur A ou monsieur B, hein, il faut garantir les transactions à l'échelle atomique, d'accord? Ensuite, en tant que les 2 transactions n'ont pas eu lieu, que le montant n'a pas été transféré sur le compte B, le transfert logique n'a pas eu lieu. Ensuite, on a le principe de consistance, de correctness, hein, la cohérence. Ça garantit qu'une transaction ne peut pas faire passer la base de données que d'un état valide à un autre. D'accord? On maintient ce qu'on appelle les invariants de la base de données. Toutes les données écrites dans la base de données doivent être valides selon toutes les règles définies, y compris les contraintes, les cascades, les déclencheurs et toute combinaison de ceci. Ça empêche la corruption de la base de données par une transaction illégale, mais ne garantit pas qu'une transaction est correcte, hein. Là, c'est vraiment important. L'intégrité référentielle, ça garantit la relation clé primaire, clé étrangère. Si vous avez fait de la base de données, vous savez qu'on a toujours une clé primaire et une ou plusieurs clés étrangères. D'accord? Donc c'est ce principe, hein, c'est le modèle en fait, hein, relationnel. Si vous avez fait du SQL, on a dû vous apprendre ça, et on a ce principe de filiation que je vous dis toujours, maître-esclave. Là, on parle pas de maître-esclave, on parle plutôt de parent-enfant.
Typiquement, le jargon associé clé primaire, on dit pas clé secondaire, on dit clé étrangère, hein, et on va, en fonction des relations, N plus 1, si vous avez travaillé sur des bases de données, on va établir justement cette clé étrangère, hein, qui va permettre de faire ces relations. D'accord? Ces relations, et je te donne toujours l'exemple, tu le sais, un hôpital peut avoir plusieurs lits. D'accord? Un hôpital peut avoir plusieurs lits. Un hôpital peut avoir plusieurs docteurs. Un hôpital peut avoir plusieurs parkings. D'accord? Mais plusieurs parkings ne peuvent pas avoir plusieurs ou un hôpital. D'accord? Plusieurs docteurs, là c'est intéressant. Il peut travailler dans deux hôpitaux. Mais un lit peut pas avoir deux hôpitaux. Hein? Le lit, il est dans un hôpital. Je te donne des exemples à la con, mais c'est pour bien comprendre ce principe de relation, de filiation. Hein? Les parents peuvent avoir plusieurs enfants, soit un, soit plusieurs enfants, mais les enfants n'auront pas plusieurs parents. Ah merde, la société est en train de s'effondrer, c'est plus le modèle. Là, c'est plus vrai aujourd'hui. Tu peux avoir plusieurs papas, plusieurs mamans. Ensuite, l'isolation. L'isolement, les systèmes de base de données, c'est pour garantir que les transactions sont souvent exécutées simultanément. Par exemple, plusieurs transactions liant, lisant et écrivant dans une table en même temps. D'accord? Là, on a ce principe de parallélisme, de concomitance. D'accord? L'isolation, ça garantit que l'exécution simultanée des transactions laisse la base de données dans le même état que celui qui aurait été obtenu si les transactions avaient été exécutées de manière séquentielle. D'accord? Donc, hein, c'est tout l'aspect transactionnel, soit on le fait passer, c'est simultané, soit c'est séquentiel. Hein. On a ce principe de transaction synchrone et de transaction asynchrone. D'accord? Donc certains traitements, certains types de calculs, on va plutôt faire de l'asynchrone, d'accord? Et certains types de calculs scientifiques, certains types de calculs en base de données, on a besoin de faire du séquentiel, on a besoin de faire du synchrone. Tout va dépendre. Donc le but de l'isolement, c'est le contrôle de la concurrence. Selon la méthode utilisée, en effet, une transaction incomplète peut même ne pas être visible pour d'autres transactions. Enfin, le principe de durabilité, et après je vous redirigerai vers l'article de Wikipédia et les ressources qui sont en bas, que je vous conseille de creuser si jamais vous devez mettre le doigt dans l'engrenage qui s'appelle le SQL. Donc, tout ce qui est base de données dite relationnelle, structure, query, language, langage de requête structurée. Donc, la durabilité hein, sur les DBMS, hein, Database Management System, donc qu'on appelle système de base de données, la durabilité, elle va garantir qu'une fois qu'une transaction a été validée, qu'elle restera même en cas de défaillance du système. Tu peux avoir une coupure de courant, tu peux avoir un DOS, un déni de service. Tu peux avoir un crash, d'accord? Tu peux avoir des impondérables. Donc ça signifie que généralement, les transactions terminées ou leurs effets, d'accord, sont enregistrés dans une mémoire non volatile, d'accord? Donc une sorte de cache qui va permettre, en cas d'impondérable, de pouvoir réinitialiser. Hein. L'état est figé et on va repartir hein, d'où s'était arrêté la dernière bonne transaction. D'accord? Puisqu'on n'a pas envie de quoi? De saloper. Et vous voyez que bah, c'est les bases de l'acide, en fait. L'acide, c'est comment on structure une base de données et comment on garantit, on isole et on assure la pérennité hein, d'un système transactionnel. Donc c'est l'avantage. Hein. Si on se soucie beaucoup de tes données, eh ben, comme CouchDB, on a un moteur de stockage tolérant aux pannes, euh, fault tolerant, comme on dit en anglais, hein, donc littéralement tolérant aux pannes, qui met la sécurité sur les données au premier plan. Hein, c'est encore plus important. Autant, ça me saoule. Hein, je vais avoir un post client avec un Windows qui est instable il va falloir que je recharge le noyau ou une image, d'accord? Que je refasse la masterisation du poste client, que je réinstalle le système d'exploitation. Mais une base de données, c'est beaucoup plus critique. D'accord? Que Toto le hacker qui travaille à la comptabilité, alors ça sera Toto, c'est pas Toto le hacker. Si Toto travaille à la comptabilité, pardon, et qu'il a un problème sur son poste client, à la limite, je m'en fous. Hein, on va gérer. Sur une base de données, ça peut être plus problématique. Sur une base de données transactionnelle, ça peut être encore plus problématique. Et sur une base de données transactionnelle qui fait tourner l'entreprise, hein, son activité économique, mais sa comptabilité,
OK? Tout ce qui est données financières, fiduciaires, eh ben, ouais, on n'a pas envie que ça parte en cacahuète. Tu l'as bien compris. Alors techniquement, on a un CatchDB 3.2.1 version antérieure. On a vu qu'on a ce principe DPMD. On voit qu'on a ce principe de PMD, hein, qui doit être exposé sur le réseau. Hein. On a vu que c'est un port 5934. Donc IPMD, hein, c'est vraiment pas le groupe de hip-hop, hein, pour les plus vieux d'entre vous. Utilisez. C'est ce qu'on appelle un ERTS. Le RTS, je vous mettrai la doc si vous voulez creuser, c'est l'Erlang Runtime System Application. D'accord? On a grosso modo un daemon, hein, un service qui tourne, et on a l'Erlang Port Mapper Daemon. Incroyable. EPMD. D'accord? Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il fait? Donc ce démon, en fait, il agit comme un serveur de nom, d'accord? Avec tous les autres qui sont impliqués dans les calculs en Erlang, d'accord? Distribué. Pourquoi distribuer? Parce qu'on parle généralement de cluster. Hein. Dès qu'on parle de distribution, c'est pas tu vas faire tes courses chez Carrefour. C'est typiquement des clusters. Hein. On distribue le calcul, c'est-à-dire qu'on répartit les charges de calcul grâce au parallélisme, grâce à plusieurs centres de données, grâce à plusieurs serveurs dans un centre de données. D'accord? Donc, lorsqu'un nœud Erlang a démarré, hein, ce qu'on appelle un node, il a un nom et il obtient euh, une adresse, si vous voulez, du noyau du système d'exploitation. D'accord? Le nom et l'adresse sont envoyés au service, au démon EPMD, qui va exécuter sur l'hôte, qui va s'exécuter sur l'hôte local. D'accord? Donc on est dans un environnement TCP/IP. L'adresse se compose de l'adresse IP, d'un numéro de port. Le nom du nœud est un atome sous la forme de nom @node. D'accord? Ça sera toto @node, par exemple. D'accord? Donc le travail du démon EPMD, c'est de garder une trace de quel nom de nœud écoute sur quelle adresse. D'accord? Ça va vraiment faire une table de correspondance. D'accord? Par conséquent, EPMD, il va mapper l'ensemble des noms de nœuds symboliques sur les adresses des machines. Le démon TCP EPMD, il va conserver également une trace de la partie nom, hein, du namespace, hein, si tu veux, et d'un nom de nœud Erlang. D'accord? Donc on a la partie host, ce qui se trouve après l'arrobase, et c'est implicite dans le nom du nœud, d'où le démon EPMD a été contacté, tout comme l'adresse IP naturellement, où le nœud d'Erlang peut être atteint. Donc ça permet les communications, vous l'avez compris, et ce sont typiquement des services de nommage TCP qui sont nécessaires pour que le réseau Erlang fonctionne correctement. Alors, je lance le lab, je vais zoomer pour vous. Voilà. Alors, le serveur est au States, ça risque de mouliner un peu, mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. D'accord? Donc, tu as bien compris que j'ai un full qualified domain et j'ai bien une machine. Pas mal, hein, franchement. 8 millisecondes pour atteindre New York. Elle marche bien, la fibre, aujourd'hui. Donc, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Plusieurs ports. Hein. On a le nœud CouchDB, on a vu qu'il tourne sur le, je vous l'ai dit ou pas, peut-être pas, sur le 9100. D'accord? Sur le 9100, on a vu que le PMD, lui, généralement, il est exposé sur le 5984 et on a un troisième port qui est le 4369. Alors, le 4369, des fois, c'est le PMD et vous avez compris en fait. Le PMD, par défaut, si vous cherchez sur Internet, il y a deux types de configurations majeures. Soit il tourne sur le 5984, comme je vous ai dit en préambule, soit là, dans notre exemple, il tourne sur le 4369. D'accord? Alors, on va faire les deux. Hein, je vais lui dire, on va commencer par le plus petit quand même, si on doit faire un intervalle. Ouais, même pas. Je vais lui donner les ports. Donc, parfait. On trouve notre Erlang Port Mapper Daemon. Ok? Les PMD. 4369. Parfait. On voit le nœud, hein, et le CatchDB. Là, sur le 9100. Et on a Jet Direct, hein, qui tourne sur le port 9100. Le Jet Direct nous permet de nous connecter à CatchDB. Ok? Et toute la partie gestion réseau, hein, via l'Erlang, est géré par le 4369. D'accord? Donc le PMD, si tu as suivi un peu, on a vu que CouchDB, c'est une fonctionnalité de clustering native en Erlang.
d'accord? Installation en cluster. L'Erlang, lui, je te disais, il utilise les PMD sur ce port et on peut trouver aussi d'autres nœuds, hein. C'est pour ça que je t'ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Ce principe de nœud, puisqu'on parle de cluster, de sorte que tous les serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux sur ce port, hein. C'est ce principe, très souvent, vous le retrouvez dans les calculs scientifiques, d'accord? Soit dans le monde militaire, soit dans le monde bancaire, quand on fait du trading haute fréquence, par exemple, soit quand on fait des calculs, hein. On fait, des calculs, sismiques, pareil de la bourse, hein, on essaye d'évaluer les marchés. Quand on fait de l'intelligence artificielle et on travaille, hein, sur des réseaux de neurones, aussi on a besoin de clusters. On a besoin de clusters. La NSA a besoin de clusters pour casser des mots de passe, d'accord? Vous désanonymiser sur Internet. Donc tout ça, c'est ce principe de nœud, hein, qui existe depuis la guerre froide, hein, et qu'on a fait évoluer. Donc ça, faut bien comprendre. En fait, c'est un maillage, c'est une sorte de mèche, hein, en termes de réseau, avec des nœuds. Et chaque nœud, après, vous le savez en informatique, peut relayer l'information. D'accord? Soit c'est une communication unilatérale, soit bilatérale, soit les nœuds peuvent communiquer tous entre eux. Après, tout dépend. Mais le principe de mesh, c'est que tous communiquent entre eux. Si vous exposez le port 4369 à Internet ou tout autre réseau non approuvé, la seule chose qui vous protège, alors, c'est le cookie Erlang. D'accord? Donc là, on est en train de simuler pas de chance. Et sur l'infrastructure du serveur, pas de chance. Pas de chance. Ils ont fait la merde, hein, ils ont fait de la merde. Techniquement, on a quoi? On a le port qui est exposé à partir d'internet, d'accord? C'est-à-dire que Toto le hacker, tu vois, peut commencer à pinguer le 4369 et commencer à l'attaquer. Et là, le dernier rempart, hein, avant de péter la base de données, c'est le fameux cookie. Et c'est ça qui va nous intéresser puisque on va abuser du cookie. Vous avez bien compris, qui peut pirater, usurper, modifier le cookie Erlang par défaut, accède à CoachDB. C'est aussi simple que ça. Ils ont beaucoup d'humour et le hacker, hein, parce que c'est Toto le hacker, il rigole pas quoi. Il a vu certainement des vidéos de saltimbanque. C'est devenu quelqu'un d'ultra professionnel. Et excusez-moi, je m'étouffe avec mes conneries. Donc, Monster. Pourquoi? Parce que Toto le hacker, il est allé voir le manuel, hein. Non seulement il s'est tapé sur un clavier, mais il sait lire. C'est une machine de guerre. Et il a vu que c'était Monster. Donc, si l'administrateur, les utilisateurs n'ont pas changé le cookie, eh ben t'as pas de chance. C'est c'est monstre. Et si tu connais monstre, tu peux attaquer monstre. D'accord? On a de la Bertrand Command Execution de 2016, en effet. Et nous, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on travaille sur une version 3, hein. Donc là, on voit les anciens exploits, hein. Je vais récupérer l'exploit que je vous mettrai en description, la 2022-24-706, qui a été écrit par Konstantin Borov. On va faire un nano exploit.py, c'est un fichier Python. Donc on a notre exploit. On voit bien Shodan, hein. Par défaut Shodan, c'est le 4369 comme je vous disais, hein, qui scanne ce type de machine. Donc on fait nos imports, hein, socket, hashlib, struct, sysretime. Alors on définit target, c'est vide. Le port EPMD, on le déclare, pareil, 4369, on veut taper dessus. On retrouve le cookie, hein, qui est défini par défaut sur Monster. Pas de chance. Ensuite, là, c'est la request, hein, pour les nœuds. On passe en exa. Là, c'est le name message. Alors, vous voyez que on fait un peu d'injection. Challenge reply, hein, donc il doit y avoir un challenge response. En termes de crypto, on a le contrôle data, hein, pour la transmission des données. On a notre def ici, qui va permettre de compiler la commande. Création du struct. On a le payload qui est ici. Et on voit, hein, que ça gère notre charge utile. Tout ça, on commence, hein, à initialiser d'abord la charge utile et là, on la traite. D'accord? Donc là, pareil, au niveau de target, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il y a une phase de reco, je pense. Voilà, recherche, hein. Donc là, on a notre rec RV, on a le socket, hein, qui va gérer la communication, le PMD, puisque c'est ce qu'on attaque, hein. On lui passe target et le port PMD. On ouvre un socket, hein, classique. On ne peut plus classique, on fait notre try. Donc là, on a différentes clauses.
While true. Donc là, on a la data, le, la data size, hein, sans message de contrôle. Là, le message de contrôle qui est passé. Voilà. Après, il nous dit, voilà, OK. Hein, il vérifie que le challenge response passe. Donc, on lui passe le cookie monster de type, hein, soit on est authentification ou failed, soit ça passe. Voilà, on a notre leaf et leaf. On se connecte au port Erlang. Voilà, port Erlang et le nœud. D'accord. Donc typiquement, on va créer le payload, on va s'authentifier, on va injecter le cookie, on établit la communication, d'accord. On ouvre un canal de communication, un socket pour se connecter à l'IPMD. On va aller requêter sur l'IPMD. Hein, on va lui dire coucou, tiens, j'ai le cookie monster et l'IPMD va nous connecter, hein, via le 9100, tout simplement à la base de données. Tu vois, une fois qu'on a accès à la base de données, il y a deux possibilités. Soit on se connecte directement, hein, soit on va carrément pouvoir exfil des données de la base de données ou même créer un compte administrateur. Exploit, Python 3, exploit. Alors, vous voyez que ça y est, il passe tout à l'Erlang Distribution Protocol. Il fait une RCE, Remote Code Execution, exécution de code arbitraire. Du coup, on est granted. Il nous dit, ouais, il y a bien une base de données qui s'appelle CouchDB qui est présente sur le 9100. Et comme on a le cookie, hein, on n'a même pas besoin de le forger, c'est le cookie par défaut. Vous voyez que malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? On peut commencer via la RC2, accéder à une main directement sur la base de données et faire du remote command execution. Local. Ok. Là, on passe en permission denied, mais vous voyez que il injecte quand même. Il me dit process denied, mais à la racine, il y a flag. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Cat flag.txt no such. Ok. C'était à la racine. Cat flag.txt no such file. pwd opt coach. Ok, donc on va faire un ls, on va faire un pass traversal et ça, d'accord. Et on voit que là ça passe. Donc du coup, je peux pareil. S'il nous bloque, on le bypass avec un pass traversal et on lui dit écoute, t'es gentil, mais reste dans ton répertoire, mais donne-moi le résultat. D'accord. On récupère notre flag. Donc voilà, hein, c'est une faille très 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 simple. Mais alors je vous montrerai pas, hein, parce que sur Shodan, on voit qu'il y a encore plus de 200 000 serveurs, hein, qui sont explosés via l'IPMD. D'accord. Donc comme je sais que il y a des gens qui regardent ma chaîne pour faire du sale, c'est une minorité, mais ça en fait partie. Hein, croyez-moi, hein, je vous connais tous. Et je sais qu'il y en a qui vont vouloir faire du sale, donc je vous montrerai pas comment on peut faire de la reco sur les machines via Shodan. Mais faites-moi confiance, mon petit doigt me dit qu'il y a encore 231 645 machines actuellement qui tournent, avec peut-être ses défauts. D'accord. Donc, on voit que c'est critique et encore une fois, quand vous installez un service, ne laissez jamais par défaut, ne laissez jamais par défaut le mot de passe. Hein. Et un cookie, vous savez que ça stocke une valeur. Si c'est une valeur qui vous permet de vous authentifier, eh ben, c'est une faille qu'on viendra exploiter. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.